Bonsoir à tous, je me représente pour ceux qui sont du coup en distanciel, on s'est déjà présenté ici. Du coup, je suis Bastien Laguioni, psychologue et psychothérapeute au CPEA. Je serai accompagné de mon collègue Florent Viard, juste ici. Et ici, on est là pour parler du thème du harcèlement scolaire, qui est un thème très important et surtout en ce moment, avec notamment des nouveaux phénomènes qui apparaissent. Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire un point sur ce qu'est le harcèlement et en quoi il consiste, comment il se manifeste et comment aussi, quel est l'état du harcèlement en France. Pour ensuite passer aux conséquences pathologiques, parce que le harcèlement a des conséquences pathologiques et surtout psychologiques, à la fois chez les enfants, les adolescents et surtout à l'âge adulte. Donc on va s'intéresser à ça, euh, pour ensuite découler sur la psychothérapie MDR, ce qu'elle peut nous apporter pour lutter contre les conséquences du harcèlement. Donc, pour commencer, on va partir sur une petite définition qui nous est donnée par le ministère de l'Éducation nationale. Le harcèlement se définit selon trois caractéristiques, à savoir premièrement la violence de rapport de domination qui va être instaurée entre un ou plusieurs personnes, envers un ou plusieurs personnes, parce que ça peut être aussi des phénomènes de groupe qui se mettent en place. Ces violences, elles vont être répétées et elles vont instaurer un isolement social de la part de la personne ou de la minorité de groupe. Ce harcèlement, il peut se mettre en place principalement sur le rejet de la différence, qui peut concerner de différentes manières, l'apparence physique, les catégories sociales, religieuses, ethniques, ou encore le simple fait d'avoir des centres d'intérêt différents, d'avoir de bonnes ou de mauvaises notes. Tout ça peut mener au final à une discrimination de la part d'une personne d'un groupe envers un autre. Ces conséquences, elles peuvent être graves et nombreuses. Premièrement, il peut y avoir une chute des résultats scolaires, de l'absentéisme, ça peut aller jusqu'au décrochage scolaire, puis après des conséquences pathologiques avec des somatisations anxieuses, des consommations de drogue, de stupéfiants, des automutilations et voire même, comme il a été malheureusement donné de voir dans l'actualité, des suicides. Actuellement, en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même entre 5, selon le gouvernement, et 10% selon les associations, d'enfants harcelés en France par an. Ce qui représente entre 500 000 et 1 million d'enfants en France, tout âge confondu, touchés par un phénomène de harcèlement. Ce harcèlement, il va se mettre en place notamment au collège et en fin de primaire. Au collège, il y aurait 12% pardon, des collégiens qui seraient touchés euh, donc dans les collèges, 4% en primaire et 2 à 3% au lycée. En réalité, on observe que le harcèlement va commencer à se mettre en place en fin de primaire, puis s'intensifier au collège pour ensuite diminuer au lycée. Aussi, comment il se met en place ce harcèlement? On a tendance à se représenter justement le bourreau et sa victime, mais en fait, dans les trois quarts des cas, ça va être des phénomènes de meute, c'est-à-dire plusieurs personnes, des groupes envers une personne qui va être attaquée, qui va recevoir des violences verbales, physiques ou psychologiques. Donc c'est aussi important de savoir que lorsqu'on va déceler un harceleur, il peut s'en cacher un ou plusieurs autres derrière. Et donc c'est important dans la prévention aussi de pouvoir noter cela. Nous allons désormais passer un peu à la revue de littérature. Qu'est-ce que la littérature nous apprend sur les conséquences du harcèlement dans le cas euh, du harcèlement scolaire, à commencer par les facteurs de risque. Quels sont les enfants qui sont plus à risque d'être harcelés? Parce que malheureusement, oui, il y a des enfants qui sont plus à risque d'être harcelés que d'autres. Et ça va commencer par des facteurs qui sont individuels. Premièrement, l'isolation de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, pour un tas de raisons, peuvent être plus isolés que les autres, parce qu'ils sont plus timides, parce qu'ils sont plus introvertis, parce qu'ils viennent d'arriver en cours d'année, parce qu'ils ne parlent pas bien la langue. Et ça va être des cibles prioritaires pour les groupes ou pour les bourreaux. Ensuite, il va y avoir des facteurs familiaux, à commencer par les violences familiales qui peuvent à la fois jouer sur les comportements de harcèlement, mais aussi sur les comportements des victimes. Il y a aussi les violences dans les fratries. Le fait d'intérioriser le rôle de subordonné de la fratrie, en étant le petit dernier par exemple, ça peut jouer aussi dans les rôles que reproduisent les enfants à l'école, soit en étant du coup le bourreau, soit en étant la victime. Et enfin, il y a aussi les facteurs de surprotection parentale, où les enfants ne développent pas de réaction face à l'adversité, et donc sont aussi plus à même d'être victimes de harcèlement.
Enfin, il y a des facteurs qui sont sociaux, notamment la géolocalisation. Les enfants issus de quartiers sensibles sont plus à même de subir du harcèlement. Cependant, il faut noter que le harcèlement touche toutes les catégories sociales, même si les classes les plus défavorisées sont plus touchées. Au niveau des conséquences, maintenant, du harcèlement, premièrement, si on commence par les conséquences somatiques que peut avoir le harcèlement, on va avoir des troubles somatoformes. Donc, c'est-à-dire des céphalées, des douleurs abdominales, des nausées, euh, des douleurs des fois chroniques aussi, et aussi une augmentation des troubles du comportement alimentaire, des troubles du sommeil, avec notamment un risque accru de surpoids. Au niveau psychologique, donc parmi les troubles somatoformes, c'est souvent dû à une anxiété ou à d'autres troubles psychologiques. Et donc, du coup, on va retrouver évidemment des troubles anxieux, des troubles dépressifs avec des cognitions négatives sur soi, une appréhension, un évitement des situations sociales, des situations scolaires, ou encore des idées suicidaires. Enfin, il y a aussi des facteurs sociaux qui vont rentrer en compte, on en a déjà parlé, l'absentéisme, la chute des notes scolaires, mais aussi de plus en plus, de risques de passer à la délinquance, parce que vu qu'on traîne moins à l'école, parce qu'on a moins envie d'y aller, on traîne plus dans la rue et on n'est plus sujet à la délinquance. On est aussi, pour les femmes, plus sujettes aux grossesses non désirées à l'enfance, pas dans l'adolescence, pardon. On est aussi plus sujet, une fois arrivé à l'âge adulte et à l'adolescence, aux consommations de drogue, aux consommations excessives de tabac, d'alcool et aussi au chômage, une fois arrivé à l'âge adulte. De manière générale, les personnes ayant subi un harcèlement au cours de leur vie ont une qualité de vie qui est inférieure une fois arrivé à l'âge adulte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en tant qu'accompagnants, professionnels de santé, proches de personnes qui ont des enfants, qui sont au contact de ces populations-là, qui sont parfois exposées. Comment on peut repérer les signes d'un harcèlement? Parce que c'est pas forcément évident. Premièrement, parce que les enfants ne parlent pas toujours, parce que déjà ils n'osent pas forcément en parler, et parce que parfois aussi ils ne se reconnaissent pas comme victimes d'un harcèlement. Donc, il va falloir passer par des signaux indirects. Donc, on l'a déjà dit, on ne va pas le répéter, les troubles somatoformes, les chutes des résultats scolaires, etc. Mais aussi les comportements à la maison. Le refuge dans les jeux vidéo, l'irritabilité, la diminution des activités, les troubles du sommeil. Ce genre de comportement doit alerter les proches de ces enfants et être toujours investigué. Alors, c'est peut-être pas forcément un harcèlement, mais ça mérite toujours, évidemment, d'aller creuser de ce côté-là, ne serait-ce que pour soulager la souffrance de l'enfant. Et aussi parce que dans les cas de harcèlement, il n'y a pas toujours qu'un enfant touché. C'est une affaire qui peut concerner tout le monde, car on n'est plus sur des systèmes de groupe et des systèmes, comment dire, de répétition des agressions. C'est-à-dire que plus il y a de harcèlement dans une classe ou dans un milieu, plus il va y en avoir. Donc il faut toujours être aussi vigilant à ce qu'il peut y avoir autour du système. Il n'y a jamais d'événement isolé, ou en tout cas c'est très rare. Voilà un petit peu pour la partie sur les conséquences. Je vais passer maintenant à la partie sur la psychothérapie EMDR et ce qu'elle peut nous apporter sur les conséquences du harcèlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la littérature, il y a vraiment peu de choses sur le harcèlement scolaire. Vraiment, si on s'intéresse spécifiquement au harcèlement scolaire, il y a très peu de choses. Il y a un petit peu de prévention, ce genre de choses-là, mais vraiment de rien de très concret, de mise en place de qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui ont subi des atrocités pendant parfois plusieurs années euh, et pour qui il y a des conséquences qui sont parfois très importantes. Alors, on s'est plutôt intéressé aux pathologies qui vont déclarer, les principales étant le trouble de stress post-traumatique, les troubles dépressifs, les troubles anxieux et la phobie scolaire. Donc, pour commencer avec le TSPT, qui est un peu l'indication principale de l'EMDR, on a pas mal d'études, évidemment, qui vont mettre en avant l'efficacité de l'EMDR dans le cas aussi des enfants et des adolescents qui ont subi des abus physiques et sexuels au cours de leur vie, avec une efficacité qui est démontrée depuis plusieurs années, avec encore des méta-analyses récentes qui ont montré l'efficacité de cette thérapie. Évidemment, il y aura toutes les sources dans la description lorsqu'on mettra la rediffusion, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, au niveau des troubles dépressifs,
Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui se sont comparées au TCC, entre EMDR et TCC, parce qu'actuellement, la psychothérapie de référence, c'est les thérapies cognitivo-comportementales, parce qu'elle est plus ancienne, donc c'est le traitement de référence actuellement. Et il y a des études qui ont montré que lorsqu'on combinait TCC et EMDR, on avait une meilleure efficacité, une meilleure rémission chez les patients. Euh, alors même si les TCC marchent de leur côté et de la dépression marche de son côté aussi, le MDR par exemple marche sur la dépression de son côté, on va avoir un effet qui va être cumulé pour les deux psychothérapies. Donc, à une époque où les guerres de chapelle peuvent se faire un peu entre les deux thérapies, il est aussi bon de rappeler qu'on peut aussi cumuler les approches pour avoir une meilleure efficacité dans la prise en charge des pathologies. Alors, que ce soit ici le trouble dépressif, le TSPT ou autre, il faut toujours s'intéresser aussi à avoir une approche un peu plus ouverte, tant qu'elle est validée scientifiquement, évidemment. Euh, Enfin, au niveau des troubles anxieux, les troubles anxieux, il y a aussi pas mal d'études, pas mal de méta-analyses récentes qui vont comparer les effets des différents troubles anxieux, parce que les troubles anxieux, c'est une catégorie assez large, hein. On retrouve le trouble panique, les phobies, l'anxiété sociale. euh, et il y a une grande méta-analyse de 2020, je crois, qui a compilé une vingtaine d'études, un peu moins, je sais plus, sur les différents effets de l'EMDR, sur les différentes composantes du stress, donc sur les troubles paniques, sur les phobies, sur les pensées anxieuses. Et elle démontre que l'EMDR a un effet assez, assez efficace, qui est cliniquement significatif par rapport au seuil de guérison. Et il y a aussi d'autres études donc, qui sont plus isolées, mais qui sont quand même pertinentes, qui vont nous montrer que, alors c'est des études qui sont isolées, c'est-à-dire qu'il y a un ou quatre cinq patients, donc qui sont pas forcément hyper valides au niveau de la puissance statistique qu'on fait en méthodologie expérimentale, mais qui sont quand même intéressantes à noter pour avoir une approche un peu plus, une vision un peu plus large des choses, et qui montrent que chez des patients chez qui les TCC ou les traitements pharmacologiques n'ont pas marché, le MDR peut être une vraie solution euh, qui apporte un vrai soulagement en fait, pour ces patients pour qui tous les autres traitements n'ont pas marché. Euh, il va y avoir un effet de l'EMDR sur ces patients pour qui les autres traitements ne marchaient pas. Enfin, pour parler de la phobie scolaire, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas du tout été étudié, alors que ce soit en EMDR ou dans d'autres domaines, j'ai trouvé très peu de choses. Donc, si vraiment s'il y a des chercheurs dans la salle, bon, nous déjà on va s'y intéresser, mais s'il y a des chercheurs dans la salle, vraiment on a besoin de données là-dessus. Il faut vraiment qu'on investigue le sujet parce qu'on ne peut pas avoir 700 000 enfants rien qu'en France qui souffrent de harcèlement et ne pas avoir d'études sur la phobie scolaire. Donc on s'est intéressé plus à la phobie spécifique, donc la phobie spécifique qui est la catégorie générale où se trouve la phobie scolaire. Là aussi, on a peu d'études, on a des études mais qui sont plutôt anciennes, qui démontrent que le MDR a un effet sur les phobies scolaires. Après, dans le TSPT, il y a des mécanismes phobiques, donc on sait que le MDR va avoir un effet sur les mécanismes de la phobie et éteindre la réponse de peur associée au déclencheur, donc ici la phobie scolaire, mais on n'a pas d'études expérimentales qui l'a démontré clairement. C'est quelque chose que théoriquement qui a été bien démontré, mais expérimentalement, il manque encore de données à ce sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des méta-analyses aussi concluent à un manque de nombre d'études ou un manque de reproductibilité dans les études, c'est-à-dire qu'on va avoir des protocoles qui sont différents, où on va avoir des sélections de patients qui vont être avec des critères différents, donc ce qui rend difficile l'interprétation des données, notamment dans les cas de dépistage des phénomènes de harcèlement, où on va avoir des facteurs qui sont différents et aussi une évolution des pratiques du harcèlement, notamment avec l'apparition du cyberharcèlement, qui conduit à des pratiques de plus en plus nouvelles, avec des nouvelles méthodes qui rendent difficile en fait la prévention, parce que le harcèlement, malheureusement, les techniques de harcèlement évoluent plus vite que la recherche et rendent difficile la, le travail de connaissance sur le sujet. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai essayé de faire au plus court et au plus exhaustif que je pouvais pour pouvoir exprimer ce qu'était l'intérêt de la psychothérapie EMDR
dans le cadre du harcèlement scolaire. Je vais laisser maintenant la parole à Florent Viard qui va vous exprimer un cas clinique personnel, je crois. Et ensuite, on aura un temps de questions et d'échanges si vous souhaitez revenir sur quelques points. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors donc, merci Bastien pour cette présentation. Effectivement, de mon côté, je vais plutôt m'attarder à un point de vue clinique sur, le harcèlement scolaire. J'ai beaucoup aimé dans ta présentation que tu parles aussi des enfants ou des ados qui n'ont pas, ce degré de conscience de repérer où est le harcèlement. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler de ce jeune garçon, 13 ans. Alors c'est un cas clinique personnel comme tu dis, mais c'est, comment dire, une histoire que l'on retrouve souvent. C'est pas quelque chose de si rare que ça, malheureusement. Tu as aussi sorti quelques statistiques qui font un peu peur. Alors, ce jeune garçon de 13 ans vient me voir parce que, bon, c'est un collègue qui me l'oriente. Et lui, il ne comprend pas. Il comprend pas pourquoi ses amis finalement ne sont pas tant ses amis que ça. C'est-à-dire que ses amis de l'année dernière le chahutaient un petit peu, comme il dit. Il dit que ce sont mes amis, mais des fois ils sont pas très sympas avec moi. Et puis cet été, j'ai rencontré de nouveaux copains et eux, ils étaient vachement sympas. Et quand je suis rentré au collège, j'ai pas compris pourquoi finalement mes anciens copains sont devenus encore plus méchants avec moi. Alors, il repère qu'il y a quelque chose qui change dans sa perception, mais il n'identifie pas encore le harcèlement. Il va quand même parler hein, de cette violence aux adultes du collège, il va parler de cette violence à ses parents, mais à mesure que les adultes du collège interviennent ou que ses parents interviennent auprès des parents des élèves concernés, le harcèlement se met en place en fait de plus en plus, petit à petit, gagne même du terrain jusqu'à alors ça finit à, ils m'ont mis au début de l'année du chewing-gum dans les cheveux. Alors là, on est 2 mois après le début de l'année quand il me rencontre et il est déjà, il subit déjà des insultes, des brimades, il est molesté physiquement, enfin il est quand même particulièrement la cible de brimades absolument inacceptables. Celle qui l'aura le plus marqué pour lui, c'est le chewing-gum dans les cheveux et que personne n'est venu l'aider, personne n'est venu à aider euh, personne n'a aidé cet ado à enlever ce chewing-gum qu'il avait dans les cheveux. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde riait. Et ce qui le préoccupe, lui, c'est mais je veux pas devenir une miskine. Je veux être dans leur bande. Ils ont toutes les filles à leurs pieds. Alors moi, les filles, ça m'intéresse pas trop. Mais j'aimerais moi aussi être dans leur bande. Donc en fait, on comprend tout de suite que chez cet enfant, ce qui l'empêche de repérer que l'agresseur est un agresseur, les agresseurs sont des agresseurs, c'est que lui, il se raconte qu'il a envie de faire partie de ces personnes-là. Il a envie de faire partie, d'être accepté par eux. Parce que pour lui, parce qu'ils ont toutes les filles à leurs pieds, même s'il dit que ça l'intéresse pas trop, il investit ces personnes comme une sorte de potentielle reconnaissance, une potentielle acceptation. En tout cas, c'est ce qu'il se raconte. Et je pense que c'est là que le piège se referme sur lui. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il retourne toujours vers ces personnes-là, alors qu'il me dit j'ai mal au ventre à chaque fois, j'arrive plus à dormir, il y a même des jours où j'arrive même pas à aller au collège, et pourtant quand j'y retourne, je vais les voir eux comme si j'ai envie d'être leurs copains, mais normalement c'est mes copains, je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que lui-même se perd dans la manière dont il parle de ses copains qui ne sont en fait pas ses copains, enfin bon. Et au fur et à mesure de la thérapie, au fur et à mesure de la séance, pardon, je commence à lui parler un petit peu tout simplement de la psychothérapie EMDR. Au départ, pour lui, hein, son but, finalement, c'était même pas d'aller mieux par rapport aux symptômes évidents de troubles de stress post-traumatique suite aux premiers événements et l'état de stress dans lequel il se retrouve au quotidien, parce que continuellement, en fait, exposé à des brimades, c'est même pas ça, finalement, que lui vient chercher en premier lieu. Il me demande comment être accepté par eux. Il me demande comment faire partie de leur bande, comment lui aussi se faire respecter et comment lui aussi avoir une certaine forme de popularité. Donc, je lui explique déjà que le MDR, ça va servir à prendre soin de comment déjà tout cela l'a beaucoup impacté, parce qu'il le repère aussi. Bon, il réfléchit, mais il est plutôt d'accord. Je lui montre les stimulations bilatérales qu'on utilise en EMDR, donc de manière de tapping ou de mouvement des yeux, et son premier retour, ce sera ah bah c'est marrant. Donc au départ, pas de grande perturbation à la première expérience des stimulations bilatérales, juste une espèce
de vécu assez ludique finalement du dispositif parce que on a beaucoup désacralisé cela et pour lui c'était comme une évidence finalement de faire des stimulations bilatérales au bout de quelques minutes d'échange. Euh, Lors de cette première séance, il est de coutume, et avec lui c'était possible aussi, comme il avait passé donc de bonnes vacances avec des nouveaux copains qui, eux, ne provoquaient pas de perturbations chez lui, eh bien, la voie était toute tracée de lui proposer de faire un lieu sûr, c'est-à-dire de pouvoir faire l'expérience de ces stimulations bilatérales, d'abord sur une expérience plutôt intéressante, sympa. Alors il a pris un souvenir où il a était à la plage avec ses nouveaux copains et donc il se voit nager dans la mer. Alors il voit pas forcément ses nouveaux copains parce que cet endroit, il y va souvent en fait. Et il se voit nager et il sent que ça lui fait du bien. Outre le fait qu'on a un lieu sûr qui porte ses fruits en termes de ressenti physique, c'est pas le plus important. Ce qu'on repère, c'est qu'en fait, il arrive à avoir une certaine attention qui s'oriente sur son intériorité, sur ce à quoi il pense, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, tout en même temps qu'il perçoit toujours le côté marrant de ces fameuses stimulations bilatérales. C'est-à-dire que cet enfant, cet adolescent, arrive à avoir une double attention, et c'est ça qui va surtout m'encourager en fait à lui proposer de faire de l'EMDR la prochaine fois en termes de désensibilisation et de retraitement, c'est-à-dire un protocole tout ce qu'il y a de plus classique au final. Lors de la deuxième séance, euh, le travail s'oriente d'emblée sur cette fois où ils lui ont mis du chewing-gum. Donc vous voyez, c'est assez particulier parce que à ce moment-là, il n'identifie toujours pas ces personnes véritablement comme des agresseurs, hein. Mais il note bien que ce qu'il a envie de travailler en premier, alors qu'au départ il disait que c'était pour être accepté d'eux, c'était ce fameux chewing-gum dans les cheveux, là où tout le monde riait. Et donc, on cible la scène à partir du protocole, cette fameuse phase d'évaluation comme on l'appelle. On commence une désensibilisation et au cours de cette séance, ce qu'on note, c'est qu'en fait cet enfant ne nous raconte que des retours très somatiques. Il va parler de cette boule au ventre qui va bouger. Donc très rapidement, les canaux associatifs, c'est pas je suis comme ci ou je suis comme ça. C'est pas, on retrouve pas ce côté je suis une miskine ou j'ai pas envie d'être une miskine. C'est vraiment beaucoup centré au niveau du corps chez cet enfant. Et donc, cette boule au ventre, elle voyage, elle monte, hein. Il me dit, mais c'est très bizarre, maintenant j'ai la boule dans la gorge, et puis maintenant ça redescend, et puis maintenant c'est plus fort, et puis maintenant c'est moins fort, et puis maintenant ça s'aplatit. Il va avoir tout un tas de métaphores pour parler de cette boule au ventre. Il va parler de Kamehameha par exemple. Il va avoir l'impression à certains moments de la séance, qui sont quand même assez éprouvants pour lui, où il y a quelque chose de l'ordre d'un Kamehameha qui lui touche le ventre, donc quelque chose d'assez violent. Mais finalement, alors que le sud, hein, l'échelle avec laquelle on évalue la perturbation était à 8 au début de la séance, 8 sur 10, eh bien, la perturbation, notamment dans le corps, à la fin de la séance, est retombée plutôt à 2. Quand je dis la séance, il a fallu compter quand même une petite demi-heure de phase de désensibilisation avec des stimulations bilatérales à proprement parler. Pas beaucoup plus. Déjà parce que la séance a été assez éprouvante pour cette personne qui, malgré son jeune âge, a eu pas mal de courage d'affronter finalement la plupart des sensations perturbantes que finalement, qu'il n'associe finalement toujours pas, hein, à des agresseurs potentiels. Bon, troisième séance, pardon. euh, lorsqu'il revient en séance, il dit que le harcèlement continue. Et alors là, je me dis, bon, tiens, il y a quand même quelque chose qui bouge, puisqu'il nous parle de harcèlement. Donc là, il commence à identifier des agresseurs, mais par contre, il ne comprend toujours pas pourquoi il continue à aller vers eux. Bon. Nous continuons à travailler, à reprendre en fait cette cible de travail qui n'était pas encore tout à fait terminée, hein. Donc, comme il était encore perturbé à l'évocation de cette histoire de chewing-gum et que c'était, on va dire, sa fenêtre de tolérance à lui, hein, la façon dont lui voulait entamer ce travail, je reprends cette cible et prends en compte le fait que, comme nous avons beaucoup travaillé la dimension corporelle, sans doute qu'une dimension cognitive reste encore à travailler. Alors, au cours de ce travail, je suis amené à lui poser la question parce qu'il se sent quand même beaucoup plus apaisé. Et le point qui sera un petit peu le levier de la thérapie, c'est autour d'un tissage, autour d'un échange en fait, où je vais lui dire, tu vois là, tu me dis que tu te sens très apaisé. Ah oui, là je me sens vachement bien. Et je lui dis, mais quand est-ce que tu as déjà ressenti un peu ça? Bah, il me dit, ben cet été, avec les copains, les nouveaux copains. Et je lui dis, et tu ressens ça aussi avec tes copains de l'année dernière? Ceux dont tu veux qu'ils t'acceptent?
Il me dit: «Ah non, 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 jamais». «Ah!» Je lui dis: «Note ça et suis ma main». Et puis petit à petit, au fur et à mesure de quelques stimulations bilatérales, il va commencer vraiment à prendre conscience, de plus en plus du fait que ses fameux amis, en fait, ne sont absolument pas des amis. Il me dit: «Mais en fait, ils font semblant de m'accepter quand ils sont sympas avec moi». Il commence à comprendre que chez ces amis-là, qui sont en fait des agresseurs, il y a à peu près aucune once de bienveillance à son égard. Même quand ces personnes feignent encore une fois leur sympathie et leur capacité à pouvoir s'amuser avec lui, faire comme si il l'acceptait. Mais en réalité, ces jeunes n'acceptent pas cet ado qui vient me voir. Bon, plus il en prend conscience, plus son ressenti laisse place finalement à une certaine forme de colère. Et puis, je suis un petit peu embêté pour arrêter la séance parce que je vois bien que ça a été une séance assez éprouvante. Ce jeune garçon semble plutôt en colère et comme nous l'enseigne d'ailleurs André Quadéry depuis longtemps, la colère c'est souvent une bonne indication en thérapie EMDR, il y a quelque chose vraiment qui a changé en lui. Bon, on arrête la séance là-dessus et puis la séance d'après, il vient me dire qu'en fait, publiquement, j'ai été très surpris, euh, publiquement, en classe, alors qu'ils étaient en plein cours, il arrête, il lui envoyait des petites boulettes, hein, ses agresseurs lui envoyaient des petites boulettes de papier dans la tête, derrière la tête, pour le provoquer. Et en plein cours, il se retourne en fait et il lui dit: «Tu arrêtes». Bon, ça marche pas, comme d'habitude, me dit-il, mais par contre, il a senti à ce moment-là monter en lui une colère très importante. Il me dit: «J'arrivais plus à tenir en place sur ma chaise». Bon. En sortant du cours, alors qu'il y avait encore un peu tout le monde là entre la salle et le couloir, il dit: «Ben, c'est lui qui s'est tapé la honte». Il lui a dit: «Tu es vraiment un ami de merde, je souhaite, à personne d'être ton ami, j'ai plus envie de te parler, ne me parle plus, ne me regarde plus, ne fais comme si j'étais pas là. Tu es vraiment un ami en carton», qu'il lui a dit. Et alors ça c'est un petit peu idyllique comme fin de l'histoire parce qu'il est tombé sur des personnes effectivement avec qui ça a suffi. Et malheureusement, parfois, ce genre de choses ne va pas suffire. Mais là, les agresseurs en question, ils jouaient beaucoup sur cette dimension de notoriété, de popularité, etc. Et à partir du moment où ce garçon a dressé un portrait très négatif de ses agresseurs publiquement, les fameux agresseurs n'ont pas arrêté de lui manger dans la main. Et cette fois-ci, il n'était pas dupe. Cette fois-ci, il continuait à leur dire: «Non mais moi j'ai pas envie d'être votre copain en fait, lâchez-moi». Et il s'est fait tout simplement de nouveaux copains, qu'en fait il avait depuis toujours. C'est-à-dire que, enfin depuis toujours, il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes dans la classe avec qui il s'entendait plutôt bien et avec qui il n'y avait pas justement hein, tout ça. Mm. Et ça, petit à petit, c'est vraiment, on va dire, l'histoire d'une prise de conscience qui est permise en fait par quoi? Par l'apaisement de ces fameuses sensations perturbantes. Et c'est là où le bas blesse parfois avec les thérapies qui sont uniquement orientées autour de la parole. C'est sur la désensibilisation de ces émotions qui s'incarnent dans le corps et qui parfois vont figer en fait nos représentations. Donc comment comprendre finalement ce cas pour ouvrir aussi sur d'autres perspectives? En fait, il faut se rendre compte que cet ado se retrouvait dans une certaine forme d'oscillation entre des moments où les agresseurs activaient son système d'alerte intérieure, celui dont on parle souvent, la fameuse amygdale et tout le système qui va avec de cortisol et de système nerveux sympathique, hein, des moments très perturbants pour lui, versus des moments où ces personnes feignaient de l'accepter. Et comme il avait investi leur acceptation comme quelque chose de souhaitable, eh bien, mon hypothèse que je vous propose, et là c'est vraiment à mon avis, j'aimerais qu'on en discute ce soir tous ensemble, mes collègues, vous, il y a comme une stimulation du circuit de récompense, à mon avis. Comme il imaginait que c'était une récompense d'être accepté par eux, sans doute que quand il n'était donc pas alerté par son amygdale et aux prises avec le cortisol et tous les effets négatifs qu'on peut imaginer, il était en fait aux prises avec le système de récompense, celui qui est dopaminergique, et donc on connaît les implications par exemple dans le phénomène d'addiction. Alors, je ne dis pas que cet enfant souffrait d'addiction, mais je propose d'entendre ces comportements en fait qu'on peut aussi entendre comme un flashback dissociatif, hein, où il va se remettre dans la situation où malheureusement il va se retrouver victime d'agression, mais parce que lui à ce moment-là, il vit la situation selon laquelle il veut continuer de se faire accepter.
je propose d'envisager quelle serait, on va dire, la part de notre responsabilité, j'irais presque à dire sociétale, ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, ce qui est véhiculé dans les films, dans les séries, dans le discours des parents, dans le discours des amis des parents quand on est invité chez les parents à manger, parce que les enfants écoutent, les ados comprennent. Et donc, quelle image on va leur donner, quel genre d'objet on leur présente comme souhaitable pour devenir adulte, quel genre d'objet on leur présente. Et si c'est effectivement le succès social et mettre d'accord tout le monde et être populaire auprès de la masse, eh bien effectivement, ça peut donner ce genre de dérive. Donc, il est possible, à mon avis, de contrecarrer ce circuit de la récompense en dehors de la thérapie. Avant d'en arriver à la thérapie EMDR, il y aurait des moyens à l'échelle sociétale de changer la façon dont on parle de ce qui est souhaitable, de commencer de grandir. Il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là pour que les jeunes, dans son cas, ne se retrouvent pas piégés dans ce mécanisme où finalement il va aller rechercher cette récompense quasi automatiquement, hmm, alors qu'en fait, dans son idéal, il sait intellectuellement qu'il ne recherche pas ce genre d'amitié. Hmm. Mais il est aux prises avec un mécanisme malheureusement qui a trait au système limbique, cette partie du cerveau que nous ne contrôlons pas. Hmm. Donc la seule manière d'orienter différemment ce système de récompense, la réponse, selon moi, est au niveau sociétal avant même d'être au niveau de la psychothérapie. Mais bon, en attendant, le MDR est une manière d'apaiser la dimension amygdalienne de la problématique, et donc ce fameux système sympathique qui s'active, d'orienter alors différemment son interprétation, hein. Après, quand il a senti que le cœur battait en cours, c'était pour se défendre, c'était pas pour être perturbé par l'exclusion. Hmm. Et en changeant cette interprétation parce qu'il a pu être apaisé, alors c'est ça qui fait que ça bouge. Qu'à un moment donné, il le reconnecte avec ce qui fait vraiment ressource pour lui et qui devient souhaitable dans le moment de la thérapie. Mais ce serait bien qu'un jour on n'attende pas la thérapie pour que ces choses-là deviennent souhaitables, être avec des gens qui sont bienveillants avec nous. Voilà, j'ai terminé et je... voilà. Merci. Et donc, je serais ravi d'entendre aussi vos propositions de réflexion autour de ça, c'est-à-dire de l'implication éventuelle du système de récompense, du système dopaminergique dans potentiellement les flashbacks dissociatifs, dans potentiellement les conduites qui peuvent entretenir en fait des schémas de harcèlement. Et si vous avez bien sûr d'autres questions sur d'autres cas cliniques, on a aussi toute l'équipe du CPEA qui est là ce soir pour ça, pour implémenter et enrichir en fait notre conception de la clinique qui est effectivement très diverse. Voilà. Des questions? Oui. Euh, oui, c'est une très bonne question. Dès qu'il y a du harcèlement, j'interviens. C'est-à-dire, j'informe les parents et il faut que ça cesse tout de suite. Le pari qu'a fait Florent, c'est d'attendre le succès de la thérapie et que l'enfant prenne la dimension de ses propres ressources. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les conclusions de Florent, mais j'y reviendrai. Qu'il prenne en compte ses propres ressources et qu'il fasse de lui-même un arrêt de la séance. Euh, Par contre, votre question est autre. Quel que soit le trauma que nous avons avec nos patients, nous disons cette phrase qui est terrible. Ce qui vous est arrivé, nous n'y pouvons rien. Ce qui vous est arrivé, ça fait partie de la réalité. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est que vous alliez devenir la personne que vous n'auriez jamais dû cesser d'être. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais guéri de MDR. Je me suis découvert ce que j'aurais jamais dû cesser d'être, et ça a été assez compliqué parce que j'ai guéri à 50 ans quand même. Et très souvent, les patients se découvrent calmes, heureux, légers, doux.
Ce qui vous est arrivé est un événement qui vient du passé. Notre travail en EMDR, c'est que cet événement du passé n'a plus d'effet sur le présent. Et ce qui est incroyable, et ça je me porte témoignage à tous les psychothérapeutes qui sont présents dans cette pièce, c'est qu'avec la thérapie EMDR, la personne se reconnecte, et j'aime bien le mot reconnecte parce qu'elle est dissociée, donc elle se reconnecte à véritablement ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et que, alors, c'est assez compliqué parce que ça laisse sous-entendre que le sujet est toujours là. Là, vous voyez, encore une fois, on est dans des perspectives où on n'a pas d'écrit. Alors, il y a plusieurs choses. Premier point, quasiment 1 million d'enfants, zéro enseignement en licence de psychologie. 1 million d'enfants, zéro enseignement en licence de psychologie. Harcèlement scolaire, 1 million d'enfants. Des enfants qui présentent des TSPT, des troubles anxieux, des dépressions. 5% pour le gouvernement, 10% pour les associations. Excusez-moi du simple, hein, si vous avez 100% d'augmentation, vous êtes plutôt content. 5%, 10%, ce n'est pas 5% et 6%, c'est 5% et 10%. On est plutôt enclin à connaître 10%. Je ne vais pas vous faire l'affront de lever le doigt dans cette pièce, de me dire qui a été harcelé dans cette pièce. On aura plus que 10% de la pièce. Donc, c'est un des points importants. Ce qu'on a voulu faire dans ce séminaire, c'est parler de questions dont on ne parle pas, ni en cours, ni en séminaire. Le harcèlement scolaire, c'est une réalité. C'est une réalité avec des suicides, avec des scarifications, avec des dépressions. C'est extrêmement grave. Et on ne va pas attendre de l'éducation nationale, je vais me mettre devant pour bien qu'on me voie, qui a cautionné les pédophiles, d'accord, qui a cautionné les pédophiles, qu'il est muté de dénoncer le harcèlement. Vous allez dénoncer le harcèlement au CPE, il va dire oui, oui et oui. On ne sait pas qui harcèle qui, etc. etc. D'accord. Et si vous regardez bien, les cas de la petite fille qui s'est suicidée, du petit garçon qui s'est suicidé, les parents avaient prévenu, zéro réaction. Donc, une urgence sanitaire, une urgence éducative et une urgence thérapeutique. Et quand nos deux séminaristes interviennent et vous disent que le MDR guérit, c'est parce que elle guérit pas parce que elle guérit parce que c'est un authentique trouble de stress post-traumatique. Voilà. Oui, c'est vrai que merci André, tu fais bien de relever ce point et puis je vous répondrai aussi de mon côté. Euh, le pari clinique de ne pas forcément intervenir sur le plan du collège, sur le plan de la maman, etc., c'est un pari qui est très risqué. Dans la pratique, évidemment, je ne vous ai pas raconté toutes les étapes de ce cas, mais en fait, comme pour lui, il n'envisageait pas cette situation comme du harcèlement, j'ai pris le pari que la prise de conscience qui allait venir de lui-même, par ce que j'allais lui proposer, allait être en elle-même le levier thérapeutique, c'est-à-dire lever la dissociation. J'ai fait le pari que cette méconnaissance qu'il était agressé était en fait une méconnaissance dissociative et non pas un problème éducationnel. J'ai supposé que cet enfant était suffisamment intelligent pour le repérer, mais que ce n'était pas une question d'intelligence, que c'était une question de dissociation. Et donc que la levée de la dissociation en elle-même allait être un levier thérapeutique. Bon, ça c'est le premier point, mais c'est un lourd pari puisque l'enfant est en danger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait un deal avec lui. Je lui ai dit, écoute, moi je veux bien suivre ce que tu dis, ok, mais par contre, ce que je te propose, c'est que tu me laisses quelques séances avec toi. On va se voir 2 fois par semaine, juste pour un mois. Et puis ensuite, on en reparle. Bon, l'idée, en fait, pour moi, quand je lui propose ce deal, qu'on reparle de comment on va faire, c'était parce que j'avais dans l'idée que si au bout de quelques séances, bien sûr, en voyant 2 fois par semaine, ça ne fonctionnerait pas, tout dépend aussi du profil d'agresseur qu'il avait en face de lui, eh bien effectivement, il aurait fallu intervenir. Et ça, il y a les recommandations gouvernementales, blablabla. Et effectivement, qui en plus, comme a répondu André à sa question lui-même juste après, malheureusement, l'éducation nationale, je crois que tous dans cette salle, alors on a parfois des exemples un peu peut-être miraculeux, mais franchement, la raison aussi pour laquelle je n'ai pas misé là-dessus en première intention, c'est que ben,
réellement, il n'y a pas souvent de grandes solutions qui sont proposées aux enfants. Il y a même un nouveau dispositif en ce moment qui est intéressant, hein, dans l'idée, où on va proposer à plusieurs collégiens de la classe d'être reçus par une équipe de profs ou un prof, alors j'ai plus le détail du protocole. On va dire, il y a des élèves dans ta classe, on a eu vent qu'il y avait des problèmes de violence. Comment tu peux faire, selon toi, pour qu'il y ait une meilleure ambiance dans la classe, que ce soit sécure et que les personnes qui soient potentiellement victimes puissent ne plus l'être? C'est-à-dire de responsabiliser en fait les enfants et même les agresseurs sans chercher à les identifier, sans chercher à les démasquer et en renforçant leur vernis social, si je puis dire. Enfin, l'idée c'est de faire remonter leurs ressources et leur bienveillance, mais enfin bon, voilà. Donc il y a des dispositifs que je connais pas bien, donc je pourrais pas vraiment le critiquer à 100%, mais il y a bien des choses qui essaient d'être mises en place, mais pour moi, c'est absolument pas suffisant, absolument pas. Et mais c'est peut-être un truc sur lequel je dois travailler aussi en tant que psychologue, c'est que j'ai beaucoup de mal à miser sur les institutions. Mais ça, c'était très personnel, et peut-être d'ailleurs dû à des conséquences traumatiques à long terme. Mais pour en revenir à votre question, j'ai un cas qui me revient à l'esprit, que je ne vais pas développer forcément en détail, mais les conséquences à long terme du harcèlement, c'est pas que le harcèlement scolaire, c'est que dans la vie, par la suite, souvent, il y a des choses qui se passent qui viennent faire que se cristallise cette problématique de harcèlement. Quand bien même on l'est par exemple traité avec le MDR, quelque chose peut rester de cette crainte d'être toujours l'exclu, de cette crainte d'être toujours rejeté. Et l'endroit par exemple de prédilection où ça va se jouer, et là où je vais repérer le plus facilement de nouveaux leviers thérapeutiques à travailler avec le MDR, en fait, c'est dans la vie affective de la personne. Même si elle a jamais rencontré qui que ce soit, même si elle ne s'est autorisée qu'à aimer, investir une personne qui, elle le savait, était impossible, puisqu'il ne la regardait même pas. Mais même cet amour qui se développe comme ça pour cet impossible est en fait en soi pour moi une piste de travail avec le MDR qui rentre directement en résonance. En EMDR, si on travaille que sur ce qui s'est passé avant, on a peu de chances en réalité d'avoir un effet qui touche l'ensemble des domaines de la vie. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui dans la vie de cet adulte vient résonner avec ce qu'il a vécu enfant? Et c'est cette résonance en fait que le MDR désensibilise. Pour qu'on puisse faire du bruit, c'est pas avec une seule cymbale. Il faut deux cymbales qui s'entrechoquent pour que ça fasse du bruit. Quelle est la deuxième cymbale ou les deuxièmes cymbales? On fait jouer le son, et là, on fait les stimulations bilatérales et on propose du tissage. Bon, je ne sais pas si ça répond à votre question un peu plus. Oui, c'est le reste de résonance, mais j'ai quand même un amour aussi, hein. Oui. Après, on peut les répéter aussi les questions. Si jamais vous voulez rester à votre place, on peut la répéter. Mm. Mm. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'un problème d'une observation personnelle, hein. Je fais partie d'associations d'enfants qui ont vécu ou qui sont en phobie scolaire notamment. Et il n'y a pas que l'aspect, je pense, dissociation, et il n'y a pas que l'aspect il est suffisamment intelligent pour. Il y a tout simplement, est-ce qu'on définit, est-ce qu'on pense le harcèlement? C'est-à-dire qu'on en parle partout, partout, mais on ne le pense pas en fait. L'école rigole, l'école, et c'est la société qui dit ça forge. Il y a un hiatus entre l'école primaire en général, où ils sont quand même dans un système plus individualisé, et il y a ce passage au groupe, à la vie de groupe, au collège, où tout le monde admet que c'est la jungle. Et ça, c'est un postulat de départ, en fait. C'est la jungle. C'est socialisant, en fait. Ce qu'ils vivent, c'est un phénomène de socialisation. Et je pense qu'effectivement, moi, j'aime beaucoup cette histoire d'avoir pris le risque. C'est un vrai risque. Mais enfin, en même temps, c'est aussi un risque que l'enfant n'entende pas qu'il est harcelé. Et il est harcelé. Alors, on parle beaucoup du harcèlement des enfants entre eux, mais il y a quand même un harcèlement aussi des adultes, hein. Il ne faut pas oublier aussi ce que les profs se permettent, les instits ou les pions, etc. Ou entre eux même, hein, parce que les enfants voient aussi ce qui se passe, hein. Donc, ce phénomène-là, il y a quelque chose qu'il faut poser, en fait.
Il y a quelque chose de l'ordre de l'impensé et effectivement de l'individualisation au collectif qui va faire que cette prise de risque, finalement, elle est importante. Parce que le risque, de toute façon, que ça empire, si l'enfant n'accepte pas intellectuellement, émotionnellement que c'est du harcèlement, je ne suis pas sûre qu'on accroche vraiment après par la suite, en fait. Donc je pense que voilà, aller puiser dans ses ressources, ça me semble vraiment important. C'est peut-être pas faisable pour tous, mais ça me semble intéressant. Merci. Le cas de Florent est absolument incroyable à ce niveau-là, c'est-à-dire que l'enfant a compris qu'il était harcelé quand il a eu des vrais copains. Et, et dans la séance. Alors. Mais je dirais que l'essentiel du travail, c'était que l'enfant se reconnecte à ses émotions. Et ça a été un travail que, pour avoir été en analyse pendant des années, on ne fait pas en analyse. En analyse, on parle l'émotion, tandis que nous, on demande de ressentir l'émotion. C'est parfois extrêmement douloureux, mais c'est un mal nécessaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que tu as parlé de la méthode de Carl Rogers, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans le passé autre chose que ce qui explique le présent. C'est une des différences fondamentales avec les thérapies narratives et les TCC. Les TCC, c'est remodéliser le présent et les conditions actuelles, sans forcément aller chercher des conditions dysfonctionnelles venant du passé. On va chercher des conditions dysfonctionnelles dans le présent. Le MDR et la psychanalyse vont, Carl Rogers aussi, ont comme principe que c'est dans le passé qu'il existe les sources de la problématique actuelle. Mais on ne va chercher les sources du passé que pour comprendre la problématique actuelle chez Carl Rogers et dans le MDR. D'autres questions? C'est une question assez simple. Je voulais savoir si il y avait beaucoup plus de difficultés ou est-ce que cela demandait plus de temps de soigner un adulte, par exemple, qui a subi du harcèlement scolaire et qui a un traumatisme, et même si cela s'est passé il y a plus de 15 ans ou plus de 20 ans, par exemple. Tu veux dire par rapport au fait que, par rapport à un enfant qui serait dans la situation? Alors, d'expérience, peut-être que mes collègues confirmeront, c'est toujours plus facile d'avoir une thérapie quand la perturbation est finie. Donc si l'enfant est toujours dans la situation, de harcèlement, c'est difficile parce que si vous désensibilisez la perturbation, et ben, il y en a une autre qui revient à chaque fois parce que c'est quelque chose de quotidien. Par contre, quand une fois que c'est fini, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des ressources, il y a la simple ressource que ce soit fini. Après, évidemment, ça peut dépendre de pas mal d'autres facteurs, de qu'est-ce qui s'est joué. Ensuite, quelles conséquences ça a eu ce harcèlement sur sa vie, parce que ça peut aussi générer d'autres traumas. On parlait dans les études, on voyait qu'il y avait des risques de délinquance, de grossesse non désirée, de consommation de drogue ou d'abus d'autres substances qui sont aussi traumatogènes. Pardon. Donc ça dépend de cela, mais en règle générale, je ne sais pas si tu confirmeras, c'est plus facile de traiter un adulte pour qui le harcèlement est terminé et loin derrière lui que plutôt qu'un enfant qui vit encore ce drame. Alors effectivement, je confirme cette idée, modulo justement les personnes qui ont ces comorbidités bien plus développées au cours du temps. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup de l'environnement aussi dans lequel a évolué cet adulte, dans lequel il a grandi, dans lequel il a fait ses premières expériences. Effectivement, si cette personne, par exemple, souffre de troubles schizophréniques, en plus d'avoir subi un harcèlement, on part pas du tout sur les mêmes timings de thérapie, la même temporalité que une personne qui va avoir quelques reviviscences de ses TSPT enfants dans sa vie de travail, mais pour lequel la vie de famille se passe bien, pour lequel il a pu grandir avec un environnement amical par la suite plus bienveillant. Enfin, c'est à ça que ça se joue aussi. Euh, il faut moduler un petit peu cette question de la temporalité de la thérapie. C'est une excellente question parce que on a le même problème avec. Vous avez une personne qui a des violences conjugales. Si elles sont passées, que la personne a quitté son mari, c'est pas la même thérapie que lorsque elle rentre et qu'elle est en insécurité.
Donc en fait, la réponse de mes deux collègues est très juste. Il est toujours plus facile de guérir quelqu'un qui n'est pas en danger, que la situation est à peu près sécure, d'accord, que quelqu'un qui est à l'heure actuelle en situation d'insécurité. C'est pour ça que ce qu'a fait Florent de faire le pari de la guérison à l'intérieur d'un environnement insécure, c'est-à-dire que l'enfant continuait à aller à l'école et qu'il n'y avait rien qui changeait, les adultes n'intervenaient pas, c'était un beau pari. Et très compliqué de guérir quelqu'un qui a un mari violent, qui a un mari jaloux, etc. C'est même extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. D'autres questions? Oui, madame? C'était juste pour savoir, là, au niveau des parents de votre cas, ils étaient enfin, ils avaient conscience que c'était un harcèlement que leur enfant subissait? Alors, je vous remercie de votre question parce que j'ai un petit peu fait exprès de n'absolument pas trop parler du contexte et de l'histoire de cet enfant, parce que finalement, je me suis rendu compte en fait au moment où j'écrivais le cas que c'est pas du tout ce qui a joué dans la thérapie. Enfin, peut-être s'est-il joué à d'autres niveaux, mais son histoire et son contexte finalement parental ne m'a pas, ne m'a pas permis de penser la thérapie d'une manière ou d'une autre et n'a pas forcément été un levier. Et c'est pour ça que je voulais mettre en relief comment ça n'est pas intervenu dans la thérapie, même si bien sûr que je ne sais pas tout ce qui s'est joué dans la tête de cet ado. Peut-être qu'il a pensé à ses parents au cours de nos séances. Ça lui appartient finalement. Mais en tout cas, c'est pas ces réflexions qui, moi, m'ont permis d'aller chercher ce qui pourrait faire levier et de faire justement ce pari-là. Mais je vais vous répondre quand même parce que ça peut être intéressant finalement maintenant, avec le recul entre nous, entre psychologues ou professionnels s'intéressant à cette question. Alors, la mère, elle, présentait les choses clairement comme du harcèlement, si bien que vraiment, c'est un des indices qui m'ont montré peut-être au début que cet enfant se jouait sans doute quelque chose de dissociatif, parce que sa mère parle de harcèlement devant lui. Et son père, malheureusement, était absent, c'est-à-dire que très tôt, euh, une fois que sa maman était enceinte, le monsieur s'en est allé et n'est plus jamais revenu. Voilà, on n'en sait pas plus. Ça, c'est ce que me raconte la mère avant que je rencontre cet enfant, au téléphone simplement quand elle prend rendez-vous. Au cours de la thérapie, cet enfant ne sera pas revenu. Alors après, est-ce que ça a pu jouer sur sa dimension, sa tendance à vouloir être reconnu, accepté par ces garçons qui avaient toutes les filles à leurs pieds, comment il envisage la question de ce que c'est que de devenir un homme, etc. Peut-être que ça a joué, à un niveau en tout cas, qui n'a pas été présente dans le discours de la thérapie. C'est ça que je voulais mettre en relief, c'est-à-dire que à aucun moment, en tant que psychologue, j'ai interprété ou statué ou proposé quoi que ce soit en lien avec cette question de la masculinité ou du devenir un homme ou et ton père qui n'était pas là, est-ce que ça peut avoir un lien avec ce que tu vis aujourd'hui? Jamais à aucun moment je n'ai exposé cet enfant à ce type d'interprétation. Et pourtant, le revers est quand même très surprenant à la fin. C'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-ci, parce qu'il y a quand même une fin heureuse là pour le coup, intéressante, même au niveau sociétal, enfin au niveau du collectif de sa classe. Euh, j'ai répondu oui. Une autre question? Du coup, par rapport au fait que effectivement, c'est plus simple de prendre en charge quelque chose qui s'est achevé, sur lequel effectivement on est sorti du danger. Mais comment est-ce qu'on peut aller vers ces enfants-là? Parce que malheureusement, très souvent, quand le harcèlement va devenir quelque chose qu'on met en avant comme un besoin d'être pris en charge, d'être accompagné, c'est pas toujours l'école, justement. En tout cas, c'est pas pour la plainte de harcèlement, mais ça va être quand ils sont en phobie scolaire, ça va être quand ils sont en échec scolaire, ce qui n'est pas la même chose, hein. Donc, dans des situations qui sont déjà très cristallisées et déjà très lourdes, hein, grande souffrance en fait. Comment est-ce qu'on pourrait les atteindre? Il y a une vraie réflexion. Réflexion qu'a menée André Quadéry il n'y a pas très longtemps. Et sa réponse, en fait, donc je parle pour toi, ça aura été les réseaux sociaux. Là, l'ensemble de l'équipe du centre de psychothérapie EMDR donc se lance un petit peu dans quelque chose qui m'a été très personnellement un peu difficile hein, à passer le cap. D'ailleurs, je n'ai pas toujours tout à fait passé ce cap, c'est demain matin.
Mais on va les chercher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'idée est de parler en fait de psychologie de manière étayée sur une pensée scientifique, mais en parlant, en s'adressant au public de TikTok, donc potentiellement à des jeunes, de voir un petit peu comment ça prend, hein, les vidéos qu'on propose, et éventuellement après, une fois qu'on aurait une certaine, par exemple, notoriété sur les réseaux, pouvoir peut-être proposer des sujets un peu plus polémiques abordés sous l'angle clinique, effectivement, euh, sans forcément faire polémique, mais Puis c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de guérir. D'accord? Donc on veut bien faire un peu de psychoéducation, mais notre métier, c'est de guérir. On est des psychologues, on est des psychothérapeutes. La prévention, ça fait aussi partie, mais c'est plutôt du côté des psychologues de la santé. Donc j'invite mes collègues de la psychologie de la santé de s'accaparer de ce problème-là. Et déjà, si déjà on arrive à faire comprendre que être harcelé, on peut en guérir parce que c'est un stress post-traumatique, on a déjà gagné cette partie-là. Parce que trop souvent, ça fait, on a, là on avait un père absent, mais on a le père aussi, bah, tu aurais pu te défendre. Vous voyez? Tu aurais pu te défendre. Ils étaient quatre, mais tu aurais pu te défendre. Tu serais mort, mais tu serais défendu. Bon, bref, il y a beaucoup de choses comme ça à changer. Mais notre métier, c'est quand même de guérir. D'accord? On est des psychothérapeutes, donc la prévention, c'est très bien. On laisse ça à d'autres dont c'est leur métier. Une dernière question, parce qu'on a bientôt terminé. Oui, jeune homme? Cette fois-ci, je vous passe parce que j'ai eu. On parle beaucoup du harcelé, mais pas du harceleur. Enfin, ouais, tant mieux, vite fait, mais il y a bien un souci chez le harceleur pour prendre du plaisir à faire autant de mal à quelqu'un. Et je sais pas si il y a un intérêt à voir ça directement avec lui ou si c'est peut-être juste l'innocence de l'enfant et que c'est inutile du coup, mais enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, on parlait de victimes et de harceleurs, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de cas où les enfants sont à la fois harceleurs et victimes. Parce que, comme un peu était le patient qu'a présenté Florent, alors évidemment, lui, il peut passer à l'acte, mais il avait cette idéalisation de ces personnes qui, parce qu'elles étaient dominantes, parce qu'elles instauraient ce rapport de domination et d'écraser les autres, avaient, alors, toutes les filles à ses pieds, comme il disait, mais il y a peut-être aussi d'autres avantages ou de reconnaissance sociale. Et ça va jouer là-dessus. C'est pour ça que c'est important d'aller jouer d'aller travailler sur les dynamiques de groupe, parce que il y a le, comment dire, il y a le profil de l'enfant harceleur, mais il y a aussi la dynamique de groupe qui est permise par l'institution, qui ne fait rien, premier point, et aussi par la répétition de ces agressions, parce que si c'est répété mais que personne ne fait rien, eh bien les enfants se disent bah, si personne ne fait rien, c'est que c'est normal. Et donc si personne ne fait rien, c'est normal, et que les personnes qui le font sont plus acceptées socialement, ont une meilleure réussite, eh bien moi aussi j'ai envie de gravir ces échelons et je vais devenir comme ça. Alors évidemment pas tous ne le deviennent comme ça, donc c'est aussi important de travailler chez ces enfants euh, qui commettent des actes de harcèlement, surtout aussi parce que souvent ces actes de harcèlement sont corrélés à des violences familiales à la maison qui vont reproduire à l'école, et aussi ça nous permet de dépister les violences qui sont familiales au sein des foyers. Moi, je suis le papa de 3 filles, dont une qui a 13 ans, et qui est absolument merveilleuse, et où j'essaye de travailler avec elle que le mot intello, c'est pas une insulte. Que le fait de lire des livres, c'est pas perdre du temps. Le fait d'être bon, d'être généreux, d'être dévoué, d'avoir une approche humaniste et d'amour vis-à-vis de son prochain, c'est pas une tare. Nous vivons une époque, je dirais, là je suis vraiment vieux con, hein, j'ai beaucoup de cheveux blancs pour comparer à vous, jeune homme. Mais on vit une époque où être curieux, être amoureux, être sensible, avoir envie d'apprendre, de lire des livres, est objet de moquerie. Et ça, je trouve que c'est plutôt grave. Je trouve ça plutôt grave. Par rapport à répondre, à s'intéresser aux harceleurs,
Je l'ai déjà dit en cours, je ne sais pas si je vous ai eu en licence 3, mon empathie va systématiquement aux victimes. On a déjà beaucoup trop de travail avec eux pour s'intéresser à ces gens qui jouissent, j'emploie un terme psychanalytique, hein, qui jouissent du plaisir de faire du mal. Je ne dis pas que ces enfants-là sont des graines de nazis, je dis que tous les nazis étaient des harceleurs. Je ne dis pas que tous les harceleurs sont devenus des nazis. Je ne sais pas quoi répondre à votre question. Ils ne m'intéressent pas, ces enfants-là. Ils ne m'intéressent pas. Je n'en vois jamais qui viennent en disant j'ai été harceleur, je veux faire une thérapie. Le jour où j'en aurai un, je, je vous enverrai un SMS. Une dernière question. C'est quand même une grave question. Aucun vient en disant je suis harceleur, je veux faire une thérapie. Je suis malade d'avoir été harceleur. Ah ben oui, c'est un problème. C'est un problème. C'est pas forcément un problème thérapeutique. C'est un problème éducatif. Vous voyez? Je peux pas guérir quelqu'un qui ne sait pas malade. C'est comme j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me dire en disant je bats ma femme, hein. Excusez-moi, je bats ma femme, je veux faire une thérapie. Ceux qui viennent, en général, c'est le juge m'a dit qu'il fallait que je vienne. N'est-ce pas, Mathilde? D'autres questions? Alors, le prochain séminaire, ce sera. Le 26 avril, je crois. Qui intervient? Sur les douleurs chroniques. Donc Anaïs Maléa et Marine Ladas. Ici. Alors, un petit teaser sur le prochain séminaire. Eh bien, on va essayer de corréler un petit peu nos thématiques de recherche, donc certainement dissociation et douleurs chroniques. Donc, quel lien on peut faire entre du coup, les pathologies, notamment la fibromyalgie et le trouble de stress post-traumatique. Voilà. Le MDR, dans les premiers éléments de recherche, on a des effets sur les douleurs, notamment des douleurs en lien avec le trauma. Et on a très souvent, quand on expose le patient à des violences qu'il a subies, il ressent de nouveau les douleurs qu'il a eues au moment des faits. Et donc, on est dans une démarche thérapeutique où on atténue les douleurs. Donc la fibromyalgie, souvent avec le burn-out. Eh bien, nous vous attendons très nombreux pour la prochaine fois. Je vous